sont Xavier Rousseau et Laurent Honoré. Donc Xavier Rousseau est docteur en histoire et sociologue, jeune retraité, je viens d'apprendre. Il a été jusqu'à très récemment directeur de recherche de la CNRS et professeur à l'Université catholique de Louvain. Responsable du Centre d'histoire du droit et de la justice, il est un grand spécialiste de l'histoire judiciaire de notre pays, du Moyen-Âge à nous. Alors on conclut ses publications et il a formé des générations et des générations d'historiens et d'historiennes, dont je fais partie, et aussi certains de mes collègues. Alors, ses travaux actuels portent sur l'histoire de l'enfermement et des peines corporelles, et d'ailleurs sa communication va porter sur l'utilisation du couvent en tant que prison de la ville de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'à... Non, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à 1867. Notre deuxième intervenant est Laurent Honoré, qui est docteur en histoire de l'Université catholique de Louvain et chef de service aux archives de l'État à Mons. C'est un grand spécialiste de l'histoire de l'hygiène et de l'environnement de Mons et du Hainaut. Et il a coordonné de nombreuses publications majeures pour l'histoire de notre région, notamment le dictionnaire des 1000 personnalités notoires, qui est un dictionnaire biographique très important pour la région. Sa thèse a également été publiée par le Cercle archéologique de Mons, sous le titre Mons au fil de l'eau. C'est aussi un ouvrage majeur sur l'histoire de Mons. Et sa communication va porter sur l'utilisation du couvent de l'Isle en tant que dépôt des archives de l'État à Mons de 1872 à 2006, donc vraiment une très longue période dans l'histoire du complexe. Voilà, vous avez 20 minutes. Merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci à mes anciens étudiants et anciennes étudiantes de m'avoir invité à cette petite escapade en terre montoise, mais même si c'est du tourisme pénitentiaire dont je vais vous parler. En effet, comme vous le savez, donc, ça a été introduit par Pierre-Jean Nibès tout à l'heure, en 1796, à l'arrivée des républicains français, sous le Directoire, le couvent vide va être affecté à une autre activité, celle de la prison. Et ce n'est pas du tout innocent. Simplement, ici, je vous présente le plan de l'exposé et le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est le point commun d'un espace clos où, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs de chercheuses travaillent sur une approche multidisciplinaire des enfermements, où l'enfermement monastique, l'enfermement pénal, l'enfermement volontaire ou d'autres formes d'enfermement à destination sociale, par exemple, sont étudiées de concert. Une université voisine, la KU Leuven, vient d'ouvrir un master spécialisé en ce que fait le fait d'être enfermé aux gens, et qui est un master organisé par toute une série de gens qui travaillent en milieu fermé, y compris les détenus. Donc effectivement, c'est une question importante, et je vous renvoie ici à un webinaire que vous pouvez trouver sur Internet en tapant le cloître et la prison, qui vous explique un peu les liens entre la première partie, c'est-à-dire celle du bâtiment comme couvent, et la seconde partie, celle du bâtiment comme prison. Cette transformation n'arrive pas par hasard, elle arrive donc dans un moment important. Donc je vous parlerai d'abord de cette transformation, de ces ruptures qu'il y a à partir de 1796 autour du phénomène de la révolution pénale, avec deux sous-volets, de la révolution à Waterloo, c'est-à-dire le cadre général, et puis à Mons, qu'est-ce qui se passe? C'est la transformation d'une prison qui est une maison de justice et qui devient une maison de sûreté civile et militaire jusqu'à 1867, et la nouvelle prison de Mons qui est toujours là, dans le voisinage. Et la deuxième partie, nous essayerons, si le temps le permet, quelques permanences, c'est-à-dire quelques usages spatiaux et sociaux de l'espace et usages spatiaux du social, comme on l'étudie de plus en plus autour de ces deux points, la place de l'espace comme, je dirais, comme acteur historique, et aussi la place de l'univers social qui se trouve à l'intérieur de ces murs. Donc, commençons par les transformations, la révolution pénale. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce qui va changer avec notamment la Révolution française, pour faire bref, c'est l'idée que la prison devient une peine, et devient une peine inscrite dans la loi. Donc vous avez toute une série de textes qui préparent l'organisation des prisons. La prison n'est plus simplement, comme sous l'Ancien Régime, une forme de coercition plus ou moins organisée, et d'ailleurs on sait que de plus en plus
un certain nombre de couvents, d'ailleurs, accueillaient aussi des détenus, soit des détenus privés, soit des moines ou des moniales qui étaient effectivement condamnés à la prison et en vivaient. C'était une activité aussi qui leur permettait parfois de survivre, une sorte d'hôtellerie forcée. Donc la prison existait sous l'Ancien Régime, mais elle devient une peine au moment de la Révolution. Et la première chose que font les révolutionnaires en arrivant à Mons, c'est d'appliquer ce que dit le Code pénal, le Code des délits et des peines, et une toute nouvelle circulaire du 5 février 1796 qui dit dans chaque département, il faut un tribunal criminel et une maison de justice. Et à chaque arrondissement, subdivision du département, il faut un tribunal correctionnel, une maison d'arrêt pour les prévenus, ceux qui ne sont pas encore jugés, et une maison de correction pour ceux qui ont été condamnés par ce tribunal correctionnel. Évidemment, Mons regroupe l'ensemble de ces institutions, puisque Mons est le chef-lieu du nouveau département de Jemappes. Il y a un tribunal criminel à Mons, donc il y aura une maison de justice. Il y a également un tribunal correctionnel, c'est aussi un arrondissement, l'arrondissement de Mons. Il y aura donc une maison d'arrêt et une maison de correction. Je passe rapidement. Comment les Français trouvent-ils l'état des prisons à Mons? Alors on a un rapport de 1796 qui permet de savoir que, effectivement, à leur arrivée, ils trouvent plusieurs prisons. La vieille prison médiévale, qui est la prison du Prévost, établie dans les bâtiments du château Comtal, où on trouvait, sous l'Ancien Régime, les détenus du Grand Bailliage, du Conseil souverain de Hainaut, de la Prévôté, bref, des institutions hainuyères bien connues de certains dans la salle. La conciergerie, qui était la prison de la ville, dans une dépendance de l'hôtel de ville, c'était la prison du magistrat urbain. Il existait, semble-t-il, aussi une maison de discipline réservée aux femmes débauchées sur laquelle on a peu d'informations. Donc si vous avez des informations, je suis preneur sur cette institution un peu invisible, dans l'historiographie en tout cas, parce que j'ai pu en lire. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans l'idée des Lumières, le gouvernement autrichien à l'époque suggère de remplacer certaines peines comme le bannissement et la peine de mort par des maisons de correction à manufacture. Et il y a un projet effectivement de maison de correction à manufacture dès 1754 qui a été aussi étudié par un ancien étudiant de notre séminaire qui malheureusement a avorté assez rapidement. Et quand les Français arrivent, la première chose qu'ils disent, si Howard, c'est ce grand philanthrope anglais du XVIIIe siècle qui va faire un tour des lieux de prison et des asiles en Europe et qui va écrire ses impressions. C'est le premier guide touristique pénitentiaire. Et Howard dit « S'il eût visité les prisons de Mons et les eût vues dans l'état où elles sont aujourd'hui, il eût fait éclater la douleur et l'indignation dont un pareil spectacle doit pénétrer une âme qui n'a pas renoncé aux sentiments les plus ordinaires de l'humanité. » Nous sommes à la Révolution avec l'idée que la prison doit devenir un lieu humain. C'est bien cette idée-là. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les Français vont installer au château la maison d'arrêt de l'arrondissement, qui va donc accueillir tous les prévenus sous mandat d'arrêt, ça fait généralement des populations assez importantes, et au Filles-Sainte-Marie, comme on trouve dans les sources à l'époque, la maison de justice, chargée de recevoir les accusés issus de tout le département. Alors le nouveau département comprend plusieurs arrondissements, dont par exemple le Tournaisis qui est raccroché au département de Jemappes. Donc on a effectivement des gens qui viennent d'Ath, de Binge, mais aussi de Tournai, avant leur jugement par le tribunal criminel départemental, et puis les gens qui sont condamnés par ce tribunal criminel à des peines généralement d'enfermement qui vont de 1 an, plus d'1 an, à 24 ans de fer, et certains d'ailleurs à la peine de mort. La maison de police correctionnelle, pour les condamnés à des peines de plus de 5 jours à 2 ans, on va également la mettre dans cette maison des Filles-Sainte-Marie. Et à partir de l'an 9, en 1801, on va y ajouter une maison pour les militaires, une maison prévôtale, dans un corps de logis séparé de la maison de justice. Alors d'après les rapports en 1804, la maison de justice, elle convient bien à ce projet de la révolution pénale. Ces bâtiments vastes, spacieux et bien aérés sont dans le meilleur état, donc les religieuses avaient bien entretenu les bâtiments. Les prisonniers sont renfermés dans des locaux dont la sûreté ne diminue en rien la salubrité. Et puis on a des informations complémentaires sur la prison militaire, notamment qui va utiliser une grande salle voûtée qui va permettre d'enfermer les détenus. À l'époque, on n'en est pas encore à l'enfermement cellulaire, et donc les cellules sont généralement peuplées de plusieurs individus, parfois une dizaine, parfois 20, 30, quand les espaces le permettent. Donc cette prison en 1811, on a encore un petit témoignage qui nous permet de savoir ce qu'il en est.
Elle semble effectivement en bon état, vaste, avantageusement située, dans la meilleure tenue que l'on puisse désirer. Les chambres sont très bien distribuées autour du cloître, les cachots sains et bien aérés, etc. Les femmes condamnées correctionnellement s'occupent dans un atelier, les unes à la filature, les autres au tricot, et les hommes qui ont subi le même jugement trouveront dans la journée un endroit sûr où ils peuvent respirer l'air et même s'occuper d'un travail analogue à leur profession. Donc, semble-t-il, tout va bien, bien entendu, ce sont des rapports adressés à des autorités qui doivent financer, donc parfois ces rapports sont un peu biaisés. En 1811, les choses ont un peu changé puisqu'on va avoir une seconde réforme de la justice qui est celle de Napoléon, avec une réorganisation beaucoup plus forte des prisons et aussi d'ailleurs un usage beaucoup plus massif de la peine d'enfermement. Et à ce moment-là, on se dit, à Mons, ce serait intéressant d'échanger les lieux, c'est-à-dire la prison du château qui est en très mauvais état, mais il y a beaucoup de détenus qui sont arrêtés, de les transférer plutôt au couvent des Visitandines, et puis la maison de justice, où il y a en principe les gens qui relèvent du tribunal criminel, mais ils sont moins nombreux, de les transférer au château. Et donc effectivement, il y a un projet, et pour la première fois, on a un projet qui va être conçu comme un bâtiment spécifique pour une prison. Jusque-là, on utilisait ce qu'il y avait, le couvent tel qu'il était. Donc l'idée passe par le Conseil des bâtiments civils à Paris, puisque évidemment tous les projets architecturaux passent maintenant devant des commissions d'architectes. Le projet prend du retard, notamment il n'y a pas d'architecte disponible. Alors faute d'architecte, puisque l'administration exige des plans, on va aller trouver l'ingénieur et géomètre Lefebvre-Lenné, qui est un des géomètres de Mons, et qui va effectivement faire un plan. Grâce à cela, ces premiers plans de rénovation vont permettre de visualiser cette idée de l'enfermement pénal, et on va constater que effectivement les principes de cette révolution pénale accentuée par le modèle impérial fonctionnent. Séparation physique entre quartiers d'hommes et de femmes, séparation entre les détenus prévenus, condamnés de police municipale, de police correctionnelle, par voie administrative, place du travail en atelier et aussi tous les problèmes de régulation des espaces. Voici par exemple des illustrations, des plans. Je m'excuse de la qualité, mais pendant la pandémie, il n'a pas été facile d'aller retrouver ces plans et de pouvoir les photographier de manière vraiment professionnelle. Néanmoins, ces plans permettent déjà de visibiliser effectivement un certain nombre d'espaces. Au milieu, vous avez par exemple le préau des femmes avec le cloître autour, et puis vous avez de l'autre côté vers le haut le préau des hommes, et vous avez par exemple la chapelle qui est utilisée pour les ateliers. 2 étages, un étage pour les femmes, un étage pour les hommes, de façon à ne pas mélanger les travailleuses et les travailleurs. Voilà. Deuxième point, là, de la maison de sûreté civile et militaire jusqu'à la nouvelle prison, ça ira plus vite parce qu'en fait, le projet des Français ne va pas être réalisé, ou plus exactement, il va être réalisé dans le régime suivant. Waterloo est passé par là. 1814-1815, ces régions quittent l'Empire français pour rejoindre le Royaume uni des Pays-Bas. Et le 4 septembre 1821, il y a un arrêté du nouveau gouvernement qui exige dans chaque chef-lieu de province, dans le même bâtiment, on fait des économies, une maison d'arrêt pour les prévenus, ceux qui ne sont pas encore jugés, une maison de justice pour ceux qui vont passer devant le tribunal criminel, ou qu'on appelle à l'époque la cour d'assises, qu'on connaît encore aujourd'hui, et une maison prévôtale pour les militaires. Et le Royaume de Belgique va continuer ce projet, va hériter de ces bâtiments jusqu'en 1863-67, où naît le projet d'une nouvelle prison à Mons. Donc sous le Royaume-Uni des Pays-Bas, il n'y a pas grand-chose à en dire pour aller vite ici, sinon que l'on va retrouver donc dans le même bâtiment à la fois des gens qui sont prévenus, des gens qui sont accusés et des condamnés civils et militaires. Innovation importante, cette prison est gérée par un collège de régents qui comprend des notables locaux. Et on a une série de noms, faute de temps, je vais devoir passer très vite, mais peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront des noms bien connus locaux. Remarquez que la prison est vraiment pilotée par les élites, ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, où la plupart des élites préfèrent se désintéresser de la prison. Sous le Royaume de Belgique,
On a la chance que la Belgique va être créée par un certain nombre de gens qui ont connu la prison. Une des caractéristiques des révolutionnaires belges, c'est d'être passé par la prison politique notamment, et notamment Édouard Dupeysio qui va créer le premier poste d'inspecteur général des prisons et qui va avoir une idée qu'il va défendre toute sa vie, c'est l'enfermement cellulaire. C'est l'idée que la prison doit être une sorte d'hôpital du crime qui va permettre de régénérer les détenus. Et donc, il va hériter des prisons existantes. Donc, dans le cas ici du couvent, ça va encore durer pendant 30 ans. Mais en 1863, l'architecte François Déré, qui est un grand architecte, puisque c'est aussi celui de la prison de Saint-Gilles, qui va être bientôt désaffecté à Bruxelles, va être chargé de l'élaboration des plans d'une nouvelle prison cellulaire à Mons. Et au départ, il était prévu, en fait, de faire cette nouvelle prison dans le cadre de l'espace du couvent. Donc vous avez ici le projet de Déré et vous avez en superposition la maison existante à l'époque, donc le couvent des Visitandines tel que les Français et les Hollandais l'avaient réaménagé. Donc vous voyez qu'au départ, il y a un projet d'extension sur le bâtiment, mais pour toute une série de raisons, ce ne sera pas possible et on va construire donc la nouvelle prison qui est devenue maintenant la prison, une des prisons les plus vieilles du royaume et qui attend évidemment une nouvelle affectation également. Permanence maintenant, pour le temps qui me reste. Donc, univers spatial tout d'abord. Quelques éléments, bon, faute de temps, je vous livrerai plutôt quelques touches pour aller plus loin et on aura sans doute l'occasion, je pense, qu'il y a une publication qui est prévue, donc je vous renvoie à la publication pour les détails. En 1804, on apprend que les prisonniers, chaque prisonnier a droit à une livre et demie de pain, une portion de soupe avec des légumes. Quand les hivers, on leur fournit des bas, des sabots et des couvertures, et que ceux qui sont malades, la mairie, donc la commune, leur fournit les secours de l'art, le bouillon, nourriture, médicaments, et qu'enfin ils peuvent travailler à la filature du lin. On a à ce moment-là 140 prisonniers dans l'espace du couvent, dont 29 seulement à la maison de justice, donc 29 seulement sont des gens qui occupent en fait la prison des Visitandines. Donc c'est plutôt une petite communauté. En 1818, sous le régime hollandais, on apprend effectivement qu'il y a quelques problèmes, en particulier c'est assez attendu, les mélanges entre les prisonniers, les mélanges notamment entre les hommes et les femmes étant souvent des prostituées, des filles publiques qui sont arrêtées là-bas, puisque en 1818, cette prison sert aussi de maison de police communale, municipale, pour y mettre les gens qui sont arrêtés dans la rue, et qu'en plus il y a des militaires enfermés, et que les relations entre les militaires et les femmes sont apparemment un très grand problème, mobilisent en tout cas les gardiens et le directeur. La promenade continuelle des prisonniers qui ne sont pas au secret, qui eux peuvent se balader dans la prison, donc on apprend que les prisonniers ne sont pas tous au secret et qu'ils peuvent effectivement circuler dans le couvent, comme les religieuses pouvaient circuler à leur époque. Une grande liberté de ce qu'on appelle les prisonniers à la pistole. Alors la pistole, qu'est-ce que c'est ? C'est la prison privée, plus ou moins, où un certain nombre de prisonniers, notamment des dettiers, sont emprisonnés par leurs créanciers. Et eux, ils ont le droit d'être dans un bâtiment ouvert, ils ont le droit de circuler, et ils ont le droit d'aller s'acheter à manger dans une cantine, en payant, bien entendu, etc. Et vous voyez que l'escalier qui conduit à la chambre des filles publiques pose problème, il tombe en ruine, il est sans doute fortement utilisé, même de manière parfois illégale. En 1820, on apprend que d'autres problèmes, la prison est aussi le lieu où on va penser les questions d'hygiène, parce que les épidémies, dans les prisons, c'est évidemment quelque chose de très important, très dangereux, et donc les médecins qui sont attachés à la prison proposent le blanchissage, par exemple, théorique tous les ans de la prison, comme moyen de désinfection, et l'hiver, évidemment, on va connaître ça sans doute cet hiver-ci, des chauffoirs pour rassembler les prisonniers dans deux prisons. Alors, pour terminer sur l'univers spatial, en 1842, un registre d'un directeur de l'époque nous apprend qu'il y a une grande tempête qui détruit une partie du bâtiment, notamment les toits, et il découvre à ce moment-là, et c'est ça une petite anecdote intéressante, que le directeur ne savait en théorie pas, il découvre que dans une cour, on a un entrepreneur avait fait construire donc un entrepreneur qui utilisait les prisonniers pour les filatures, avait fait construire contre le mur de la cour militaire qui donne sur le quartier Rossignol, donc la rue de Rossignol, un appentis
qui évidemment était très utile pour les prisonniers qui voulaient s'évader. Il suffisait de grimper sur le toit de l'appentis et on passait le mur très facilement. Bref, il dit, il faut dégager ma responsabilité et faire abattre cet appentis. Voilà donc pour cet univers spatial. Donc venons-en au dernier point qui est l'univers social, j'irai un peu plus rapidement. 3 populations, on va juste jeter un petit coup de projecteur, les détenus, le personnel et pour terminer, les visiteurs. Alors les détenus, je vais aller peut-être un peu plus vite sur les détenus parce qu'il est difficile de mesurer exactement combien il y a des détenus, mais on voit une certaine croissance tout au long de la période qui va de 1796 à 1867 du nombre des détenus. Et on voit aussi une diversité. Par exemple, en 1811, on y trouve des condamnés correctionnels, des détenus par voie administrative, des enfants de famille, donc des gens qui sont placés à la demande des familles pour les discipliner un peu, et des prostituées. Tout ça dans le même bâtiment. Et on sait qu'en 1812, il devait y avoir environ 140 prisonniers à la maison de justice, mais sans savoir si c'est 140 prisonniers sur l'année ou si c'est 140 prisonniers en même temps. En 1842, on a un détail un peu plus important qui permet de voir que, alors le graphique est un peu petit, je pense qu'il sera plus lisible dans le livre, que la majorité sont des détenus judiciaires, mais on trouve aussi des détiers, on trouve aussi des détenus par voie de police municipale, donc les prostituées ou des vagabonds qui sont arrêtés, bref, des populations relativement différentes, et on trouve surtout un mélange de civils et de militaires qui va se retrouver tout au long de la période jusqu'en 1867. Voilà, donc on sait à peu près qu'il y a environ 170 à 200, 250 détenus dans cette prison. Et on trouve donc différentes catégories. Si j'attire juste l'attention, faute de temps, que les femmes sont souvent invisibles, hein, on le sait, mais de temps en temps, le directeur note, tiens, le 31 mars 1842, vers minuit, il a nommé Collet-Pauline, condamné le 2 et le 14 de ce mois à 1 mois et 6 semaines d'emprisonnement pour vol de bois, a mis au monde un enfant de sexe féminin dans la prison. La population en 1863 de la prison, donc au moment où on pense à un nouveau bâtiment, a atteint déjà 287 prisonniers, donc le bâtiment commence à devenir trop petit. Le personnel maintenant, pour terminer brièvement après sur les visiteurs, le personnel, je vais aller très rapidement, j'ai donné des noms, mais ce sera surtout utile pour ceux qui éventuellement sont intéressés par découvrir que leur ancêtre a été concierge, gardien ou aidant dans la prison. Donc il y a au départ un concierge. Le concierge, c'est l'homme à tout faire, on l'appelle le gardien, et il est le responsable de la prison. Évidemment, il y a un certain nombre d'abus, et de temps en temps, le gardien est remplacé par un autre. Et on découvre à cette occasion qu'il ne travaille pas tout seul, parce qu'évidemment, seul concierge, il ne peut pas tout faire. Donc il se fait aider par qui? Par d'anciens prisonniers. On apprend par exemple qu'un certain Joachim Sueur, en 1820, condamné pour 2 ans d'emprisonnement pour X et blessures, a rempli gratuitement et exactement la pénible fonction d'infirmier, donc il s'est bien reconverti, depuis plus de 9 mois, et il obtient une grâce de ce fait-là. Donc l'infirmerie est tenue par un ancien détenu condamné pour X et blessures. Très intéressant comme resocialisation. Les personnels alors importants qui vont se multiplier jusqu'en 1863, c'est le médecin et le chirurgien. Alors il y a plusieurs médecins et chirurgiens, je passe très vite faute de temps pour rester dans les délais. Et on apprend que ce sont en fait le chirurgien est toujours le chirurgien d'Ancien Régime pendant un certain temps pour remplacer par d'autres. Et on apprend qu'en 1824, sous le régime hollandais, à un moment donné, on décide que c'est le médecin de la garnison militaire qui exercera le service sanitaire. Comme vous le savez, Mons est une plateforme militaire sous l'Ancien Régime d'abord, et notamment sous le régime hollandais. Et il y a toujours eu une forte garnison, notamment hollandaise, et ce sont donc des médecins hollandais. On a aussi des aumôniers. À partir du Concordat, on voit apparaître des aumôniers. Un aumônier catholique tout d'abord, et puis sous le régime hollandais, évidemment, un aumônier catholique doublé d'un aumônier protestant. Par exemple, en 1830, à l'orée de la Révolution, on apprend qu'il y a un geôlier, toujours un seul geôlier. On a un aumônier protestant, un officier de santé et un pharmacien qui sont tous les 3 des militaires membres de la garnison. On a un gardien de première classe avec 2 gardiens de deuxième classe qui ont sans doute remplacé les aidants choisis parmi les détenus. Et effectivement,
Tout cela va changer avec la Révolution, puisque notamment les protestants vont retourner dans le nord des Pays-Bas et on va recomposer. L'aumônier protestant disparaît et il n'y a plus qu'un aumônier catholique en 1830. Sous le royaume de Belgique, le seul changement, c'est que le geôlier s'appelle maintenant un directeur. Et on a 7 gardiens en 1865. On apprend qu'il y a 7 gardiens, dont 2 viennent des maisons de force de Vilvoorde et de Gand, et que l'administration doit leur fournir un uniforme. Ce qui est la preuve qu'avant, il n'y avait sans doute pas d'uniforme pour les geôliers. Enfin, terminons par l'univers social. La prison, ce n'est pas un univers clos. On y entre, on y sort, il est relativement poreux. Et à Mons, il y a évidemment un élément important, c'est le travail en prison. Et ce travail en prison, l'administration le souhaite déjà dès 1813, mais va le réaliser surtout sous le régime hollandais. L'administration se méfie du privé. Donc les fabricants, c'est très bien, mais les fabricants, ils ont tendance à faire n'importe quoi avec les prisonniers, et ça, on n'aime pas trop. Donc on va s'adresser plutôt à des gens qui sont connus sur la place pour être des travailleurs sociaux, on dirait, et s'occuper des prisonniers depuis longtemps. C'est la confrérie de la Miséricorde de Saint-Jean-d'Écolé, les beubeux. Et ce sont donc les beubeux à qui on va confier, à un moment donné, la gestion de cet atelier sous le régime hollandais, et puis par après, cela va continuer sous le régime belge. Alors pour conclure, en 1 minute, du cloître à la prison, vous voyez, j'ai ouvert beaucoup de perspectives, ce qui est bien quand on travaille sur les prisons, donc il ne faut pas les refermer. Le bâtiment était un des meilleurs bâtiments adaptés à cette révolution pénale, et on comprend aussi combien la prison est extrêmement liée au modèle du cloître, le modèle du couvent et de la clôture tel qui date du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. Il change de statut selon les différents régimes, mais il garde une certaine continuité. C'est ce que les politistes appellent comment dire, la théorie de l'ornière. On dépend effectivement de ce qui a été fait avant. On ne peut pas implanter des nouvelles idées dans des nouveaux bâtiments. Souvent, on les implante dans des bâtiments existants. On a une population très mélangée, des prévenus, des femmes, des militaires, des dettiers, un encadrement très limité, de 1 gardien jusqu'à une dizaine de personnels en 1867, au moment où les prisonniers évacuent pour aller dans la nouvelle prison, une sociabilité parfois tendue à l'intérieur des murs, et enfin des contraintes spatiales et des opportunités. J'en relève 2, la chapelle qui devient l'atelier, le cloître qui devient le préau. Et encore aujourd'hui, si vous allez visiter une prison, parler avec des détenus, c'est un peu ces lieux-là qui sont les lieux où on a un peu plus de liberté, un peu plus d'autonomie et qui rappellent aussi autre chose que l'enfermement pénal. Je vous remercie et m'excuse d'avoir dépassé quelque peu le temps.